Philip Brennan était assis à son bureau, penché sur les déclarations fiscales d'un client important lorsque son téléphone vibra. C'était Diane, sa femme depuis 28 ans. Le message était laconique. Je dîne avec Paula ce soir, je rentrerai tard. Philippe répondit par un simple emoji pouce levé et se replongea dans son travail. À 55 ans, il se targuait d'être un homme organisé, méthodique, soucieux du détail. C'est ce qui avait fait de lui un comptable respecté à Atlanta. Mais depuis quelque temps, ces mêmes yeux, entraînés à déceler la moindre incohérence dans un bilan financier, commençaient à remarquer que quelque chose clochait dans son propre foyer. Diane, 53 ans, décoratrice d'intérieur à la clientèle bien établie, avait changé. Rien de flagrant, rien qu'il n'aurait pu pointer du doigt avec une certitude absolue, mais de petits indices s'accumulaient, comme des chiffres qui ne concordent pas lors d'un audit. Elle avait pris l'habitude de prendre ses appels dans une autre pièce, en baissant la voix. Elle s'était acheté de nouveaux parfums, plus sophistiqués, et s'habillait avec un soin inhabituel pour de simples visites chez des fournisseurs. Elle rentrait parfois avec une étincelle dans les yeux que Philippe n'avait pas vue depuis des années. Mais cette étincelle n'était jamais pour lui. Leurs deux enfants étaient adultes. Michael, 26 ans, ingénieur logiciel à Seattle, et Rachel, 24 ans, enseignante à Boston. Tous deux étaient indépendants, construisant leur propre vie. Leur maison de Buckhead, un quartier huppé d'Atlanta, semblait désormais trop grande, trop silencieuse. Philip et Diane y cohabitaient comme des colocataires polis, bien loin du couple passionné qu'ils avaient été. Mais l'infidélité, l'idée n'avait jamais effleuré l'esprit de Philippe. Jusqu'à aujourd'hui. Ce fut un jeudi ordinaire que tout bascula. Philippe travaillait de la maison et cherchait un document fiscal important qu'il avait classé dans son dossier de travail. Il fouilla dans les tiroirs et les classeurs jusqu'à ce que ses doigts heurtent quelque chose d'inhabituel au fond d'un compartiment. Un morceau de papier plié et froissé. Philippe le ramassa, le déplia et lut. C'était une ordonnance. Le nom en haut du papier fit s'emballer son cœur. Dr. Alan Pritchard, cardiologie. L'adresse était celle d'une clinique privée du centre-ville d'Atlanta, un endroit que, Philippe en était certain, Diane n'avait jamais mentionné. Mais ce qui le glaça jusqu'aux os, ce fut la date, il y a 3 semaines. Philippe s'assit lentement. Diane n'avait jamais eu de problème cardiaque. C'est lui qui gérait l'assurance santé de la famille, qui vérifiait chaque dépense, chaque rendez-vous. Il n'existait aucune trace d'une visite chez un cardiologue. Alors pourquoi avait-elle cette ordonnance? Et qui était Alan Pritchard? Une pression monta dans sa poitrine, un mélange de colère contenue et d'incrédulité. Il saisit son téléphone, tapa le nom de la clinique sur Google et trouva l'adresse. Sans réfléchir, il appela. Clinique de cardiologie Pritchard, répondit une douce voix féminine. Philippe prit une profonde inspiration, adoptant son ton le plus professionnel. Bonjour, Philip Brennan à l'appareil. Ma femme, Diane Brennan, est une patiente du docteur Pritchard. J'essaye de confirmer l'heure de son prochain rendez-vous. Mon agenda est tout chamboulé. Il y eut une pause. Laissez-moi vérifier, monsieur. Le son des touches d'un clavier. Diane Brennan? Oui, elle est venue 3 fois ces 2 derniers mois. Son dernier rendez-vous date d'il y a 3 semaines. Aucun suivi n'est programmé pour le moment. Philippe sentit le sol se dérober sous ses pieds. 3 fois, répéta-t-il, la voix maîtrisée. Est-elle toujours venue seule?
La réceptionniste hésita. En fait, monsieur, elle était toujours accompagnée par le docteur Pritchard. C'est lui qui l'a amenée les 3 fois. Philippe raccrocha avant qu'elle ne puisse ajouter un mot. Ses mains tremblaient. Il regarda de nouveau l'ordonnance, la retourna, cherchant plus d'informations. Au dos, une note manuscrite. Alan, 19 heures, même endroit que d'habitude. L'écriture était celle de Diane. Philippe sentit une vague de chaleur lui monter à la nuque. Il n'était pas un homme qui agissait sur un coup de tête, mais à cet instant, tout son calme méthodique se mua en une froide détermination. Il ouvrit son ordinateur portable, créa un faux profil Facebook et tapa Alan Pritchard, Atlanta, cardiologue. En quelques secondes, il le trouva. Le profil était public. Alan Pritchard, 58 ans, divorcé, un sourire confiant et des cheveux grisonnants impeccablement coupés. Les photos montraient un homme qui aimait la belle vie. Restaurant chic, escapades sur la côte, événements mondains. Philippe fit défiler le fil d'actualité, examinant chaque image avec l'œil exercé de celui qui traque le moindre détail. Et puis, il la vit. Une photo datant d'il y a 3 semaines, prise dans un restaurant italien huppé du centre-ville. Alan était seul sur le cliché, mais à l'arrière-plan, légèrement flou, Philippe reconnut quelque chose. Une écharpe en soie turquoise à motif de paon doré. Il l'avait offerte à Diane pour Noël, achetée dans une boutique de luxe de Peachtree Street. Elle était unique, reconnaissable entre toutes. Philippe zooma sur la photo. Elle était là, drapée sur l'épaule d'une femme assise à une table en arrière-plan. Cette femme, c'était Diane. Il referma brutalement l'ordinateur. Il prit une profonde inspiration, tentant de maîtriser la fureur qui bouillonnait en lui. Il n'y avait plus de doute. Diane avait une liaison avec Alan Pritchard, et elle avait été assez stupide pour laisser des traces. Il était 15h30. Diane avait dit qu'elle rentrerait tard, mais il savait qu'elle revenait généralement vers 18h quand elle n'avait pas de réel engagement. Il avait le temps. Philippe attrapa son téléphone et appela son avocat, Martin Kellerman, un vieil ami de fac. Martin, j'ai besoin de toi, maintenant. Philippe, que se passe-t-il? Diane me trompe. J'ai des preuves. Je dois connaître mes droits, ce que je peux faire, comment protéger mes actifs. Martin resta silencieux un instant. Viens à mon bureau, tout de suite. 40 minutes plus tard, Philippe était dans le bureau de Martin, étalant les preuves sur le bois verni. Martin examina tout avec soin, l'expression grave. C'est suffisant, dit-il finalement. Avec ces éléments, nous pouvons plaider l'adultère. En Géorgie, cela peut affecter le partage des biens, d'autant que la majorité du patrimoine est à ton nom. La maison, les comptes d'investissement, tout a été accumulé grâce à ton travail, n'est-ce pas? Diane a toujours eu ses propres revenus, mais ils n'ont jamais été substantiels. J'ai payé la maison, les voitures, tout. Martin hocha la tête. Alors tu es en position de force. Je vais préparer la demande de divorce. Elle peut être prête demain matin. Quant aux actifs, je te conseille de changer immédiatement les mots de passe de tous les comptes joints et de faire expertiser la maison. Tu veux agir vite? Le plus vite possible. Alors voilà comment nous allons procéder. Tu auras les papiers demain matin. Je te suggère de la confronter ce soir, de lui signifier que c'est terminé et de lui faire remettre les papiers demain. Ne lui laisse pas le temps de s'organiser ou de tenter de dissimuler quoi que ce soit.
Philippe quitta le bureau de Martin avec un plan. Il rentra chez lui, s'assit dans le salon et attendit. La maison était silencieuse. Seul le tic-tac de la vieille horloge du couloir égrenait les minutes. Philippe tenait l'ordonnance entre ses mains, la relisant encore et encore, sentant sa colère se durcir en résolution. Il n'était pas un homme à crier ou à faire des scènes, mais il n'était pas non plus un homme dont on se moquait. À 18h15, la porte du garage s'ouvrit. Philippe entendit la voiture de Diane, la portière claquer, puis ses pas dans la cuisine. Elle entra dans le salon avec un sac de courses, le visage animé, un sourire distrait aux lèvres. « Salut, chérie, tu es rentrée. Je pensais que tu travaillerais tard. » Philippe ne bougea pas. Il se contenta de brandir l'ordonnance, la pinçant entre deux doigts. « Depuis quand as-tu des problèmes cardiaques, Diane ?» Son sourire se figea. Elle regarda le papier, puis lui, ses yeux s'écarquillant légèrement. « Quoi? Comment as-tu… » Philippe se leva lentement, s'approchant d'elle à pas mesurés. « 3 rendez-vous avec le docteur Alan Pritchard, dans une clinique privée, toujours accompagné par lui. » Il marqua une pause, laissant les mots flotter dans l'air. « Tu veux me dire ce qui se passe, ou je devrais l'appeler directement pour lui demander ?» Diane laissa tomber son sac. Son visage passa du rouge au blanc en quelques secondes. Elle ouvrit la bouche, la referma, puis l'ouvrit de nouveau. « Philippe, ce n'est pas ce que tu crois. » « Non ?» Philippe fit un pas de plus, sa voix basse, maîtrisée, mais tranchante comme une lame. « Alors explique-moi. Explique pourquoi tu es allé 3 fois dans une clinique dont tu n'as jamais parlé. Explique pourquoi un cardiologue t'y a conduite. Explique cette note au dos. » Alan, 19h, même endroit que d'habitude. Explique, Diane. J'attends. Diane se mit à pleurer. Pas des larmes délicates, mais des sanglots désespérés. Philippe, je suis tellement désolée. Je n'avais pas prévu ça. Alan et moi, nous nous sommes rencontrés lors d'un événement de design il y a 6 mois. Il rénovait son cabinet, il avait besoin d'une décoratrice. Nous avons commencé à parler, et c'est arrivé. Philippe sentit une vague de nausée. C'est arrivé. Comme c'est pratique. Les choses arrivent, n'est-ce pas? Tu n'avais pas le choix, bien sûr. Tu as juste trébuché et tu es tombé dans son lit. Ce n'était pas comme ça. Diane s'essuya le visage avec des mains tremblantes. Philippe, tu ne comprends pas. Nous sommes distants depuis des années. Tu vis enfermé dans ce bureau, à parler d'impôts et de tableurs. Quand est-ce que tu m'as vraiment regardé pour la dernière fois? Quand avons-nous parlé d'autre chose que des factures ou des rénovations? Philippe eut un rire court et amer. Donc, c'est de ma faute. Je travaille trop dur pour entretenir cette maison, pour payer cette vie confortable que tu aimes tant, et c'est de ma faute. Compris. Je ne dis pas que c'est ta faute, cria Diane, la voix brisée. Je dis que je me sentais invisible. Alan me fait me sentir spécial. Il m'écoute. Il me fait me sentir vivante à nouveau. Vivante. Philippe répéta le mot comme si c'était un poison. Alan te fait te sentir vivante. Fantastique. J'espère qu'il te fera aussi te sentir à l'abri, parce que tu ne vivras plus ici. Les yeux de Diane s'écarquillèrent. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis que c'est fini, Diane. C'est terminé. Demain matin, tu recevras les papiers du divorce. J'ai déjà parlé à mon avocat. J'ai toutes les preuves dont j'ai besoin. Tu quitteras cette maison et tu partiras sans rien prendre au-delà de ce qui t'appartient légalement, ce qui, je t'assure, n'est pas grand-chose. Philippe, tu ne peux pas faire ça. Cette maison est aussi la mienne. J'y ai vécu pendant 28 ans. Philippe s'approcha, le regard glacial.
Et tu as tout gâché pour un médecin divorcé qui t'utilisait comme une distraction. Félicitations. Maintenant, tu peux aller vivre avec lui. Je suis sûr qu'il adorera avoir de la compagnie permanente. Diane tenta de saisir son bras, mais Philippe se dégagea. S'il te plaît, Philippe, on peut parler. On peut essayer une thérapie de couple. J'ai rompu avec Alan aujourd'hui, je te le jure. J'étais perdu. Mais maintenant je sais que je veux retrouver notre famille. Philippe s'arrêta, se tourna lentement. Perdu? Tu étais perdu? 3 faux rendez-vous, des dizaines de messages, des rencontres secrètes dans des restaurants chics. Ce n'est pas être perdu, Diane, c'est un choix. Tu l'as choisi. Maintenant, tu vas devoir vivre avec les conséquences. Et notre famille? Il secoua la tête. Michael et Rachel sauront exactement ce que tu as fait. Ils méritent la vérité. Non, tu ne peux pas leur dire. Ça va les détruire. Non, Diane, tu as déjà tout détruit. Je vais juste être honnête avec nos enfants, une chose que tu ne sais manifestement pas faire. Diane s'effondra à genoux, sanglotant, mais Philippe montait déjà les escaliers. Il entra dans la chambre, sortit 2 grandes valises du placard et commença à les remplir de ses vêtements. Chaque pièce qu'il pliait, chaque chaussure qu'il plaçait dans la valise était un acte de vengeance silencieux. Il ne criait pas, ne cassait rien, ne perdait pas le contrôle. Il exécutait le plan avec la même précision méthodique que dans son travail. Quand il eut fini, il descendit et déposa les valises dans le salon. Diane était toujours par terre, appuyée contre le mur, le visage rouge et bouffi. Philippe prit ses clés de voiture et les lui tendit. Tu as jusqu'à demain midi pour prendre le reste de tes affaires. Après ça, je change les serrures. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle Martin, mon avocat. Je ne veux plus te parler directement. Philippe, je t'en prie. Non, la coupa-t-il, la voix ferme. Il n'y a plus rien à dire. Tu as fait ton choix. Maintenant, vis avec. Diane ramassa les valises, chancelante, et sortit par la porte d'entrée. Philippe entendit sa voiture démarrer et s'éloigner dans la rue. Puis, enfin seul, il s'assit sur le canapé et laissa l'adrénaline retomber. Ses mains tremblaient, il prit plusieurs profondes respirations, essayant de digérer ce qui venait de se passer. 28 ans de mariage. 28 ans détruits par un médecin au sourire facile et aux promesses creuses. Philippe prit son téléphone et appela Michael. Mon fils, il faut que je vous parle, à ta sœur et à toi. C'est important. Le lendemain matin, Philippe était au bureau de Martin à 8 heures précises. Les papiers étaient prêts. Il signa où il le fallait et Martin s'arrangea pour que l'assignation soit remise à Diane l'après-midi même. Philippe se rendit ensuite à la banque, changea les mots de passe de tous les comptes communs et transféra la moitié des fonds partagés sur un nouveau compte individuel. C'était ce que la loi autorisait et il ne laissait aucune place aux surprises. Cet après-midi-là, Michael et Rachel arrivèrent par avion. Philippe les attendit dans le salon, la même pièce où il avait confronté Diane la veille. Ils entrèrent, l'air inquiet, et Philippe leur raconta tout, chaque détail. L'ordonnance, les faux rendez-vous, Alan Pritchard, la confrontation. Il n'épargna pas à ses enfants la vérité crue. Michael resta silencieux, la mâchoire crispée, les poings serrés. Rachel pleurait, mais ses larmes étaient de colère, pas de tristesse. Comment a-t-elle pu? Murmura Rachel. Comment maman a-t-elle pu te faire ça, nous faire ça? Philippe secoua la tête. Je ne sais pas, ma chérie, mais elle l'a fait. Et maintenant, vous devez décider comment vous voulez gérer ça.
Je ne vous forcerai pas à choisir un camp, mais je ne mentirai pas non plus sur ce qui s'est passé. Michael se leva, arpentant la pièce. Je ne veux pas lui parler. Pas maintenant. Peut-être jamais. Rachel acquiesça, essuyant ses larmes. Diane tenta d'appeler ses enfants ce soir-là, mais tous deux déclinèrent. Elle envoya des messages désespérés, demandant une chance de s'expliquer, mais les réponses furent brèves et froides. Michael écrivit « Tu as trahi papa. Tu nous as trahis. Je n'ai rien à te dire pour le moment. » Rachel bloqua simplement son numéro. Les jours suivants furent un brouillard bureaucratique. Avocats, documents, évaluation d'actifs. Philippe se plongea dans le processus comme il se plongeait dans un audit complexe, méthodique, concentré, implacable. Martin présenta les preuves de l'adultère au juge, arguant que Diane avait violé la confiance conjugale et n'avait donc pas droit à un partage équitable des biens. La maison, achetée et payée entièrement par Philippe au fil des ans, lui resterait. Les comptes d'investissement aussi. Diane n'aurait droit qu'aux biens qu'elle avait apportés au mariage et à la moitié de ce qui avait été accumulé sur les comptes joints. Une somme modeste, Philippe ayant toujours été le principal pourvoyeur du foyer. Diane engagea un avocat et tenta de contre-attaquer, mais les preuves étaient irréfutables. Alan Pritchard, en apprenant qu'il était cité dans la procédure de divorce, paniqua. Il appela Diane, désespéré, disant qu'il ne pouvait pas se permettre un scandale public. Il avait une réputation à protéger, des patients à considérer. Il mit fin à leur relation par SMS, bloqua son numéro et disparut. Diane se retrouva seule, sans le mari qu'elle avait tenu pour acquis et sans l'amant qui lui avait promis de la faire se sentir vivante. 3 mois plus tard, le divorce était finalisé. Philippe conserva la maison, la plupart des biens et sa dignité. Diane emménagea dans un petit appartement à Decatur, un quartier modeste bien loin de la vie confortable qu'elle avait connue à Buckhead. Sa clientèle de décoration d'intérieur, autrefois stable, commença à décliner. Les rumeurs se répandirent dans les cercles sociaux d'Atlanta. Personne ne voulait engager la décoratrice qui avait trompé son mari dévoué. Les portes se fermèrent une à une, et Diane se retrouva seule, acceptant de petits projets mal payés juste pour joindre les deux bouts. Philippe, de son côté, commença à se reconstruire. Les premiers mois furent difficiles. Il y eut des nuits où la solitude pesait lourdement. Mais alors, il se souvenait de l'ordonnance, des mensonges, des choix conscients de Diane, et la douleur se transformait en résolution. Il renoua avec de vieux amis. Michael et Rachel lui rendaient souvent visite, et Philippe réalisa que sa relation avec ses enfants, autrefois cordiale mais distante, s'était approfondie. Ils admiraient la façon dont il avait fait face à la trahison, sa dignité, son refus de se laisser détruire. 6 mois après le divorce, Philippe décida de faire un voyage qu'il avait toujours reporté, une croisière de 3 semaines en Méditerranée, seul. C'est à Santorin, lors d'un dîner sur le pont du navire, qu'il rencontra Clara. Clara avait 52 ans, professeure de littérature à la retraite de Boston, veuve depuis 2 ans. Elle aussi voyageait seule, essayant de reconstruire sa vie. Ils commencèrent à parler par hasard, découvrant des affinités inattendues. Clara était calme, intelligente, d'une honnêteté que Philippe n'avait pas rencontrée depuis longtemps. Ce ne fut pas un coup de foudre, mais quelque chose de mieux, une connexion authentique, un respect mutuel, une compagnie. 1 an après le divorce, Philippe était assis dans le jardin de sa maison de Buckhead, prenant son petit déjeuner avec Clara.
Le soleil du matin filtrait à travers les arbres, les oiseaux chantaient, et pour la première fois depuis des années, Philippe se sentait en paix. Michael et Rachel adoraient Clara, qui les traitait avec une affection sincère, sans jamais essayer de remplacer leur mère. Diane, quant à elle, vivait dans l'isolement. Elle avait tenté de renouer avec ses enfants, mais tous deux gardaient leur distance. Rachel acceptait des appels occasionnels, brefs et polis. Michael ne répondait tout simplement pas. Le cercle social que Diane avait cultivé pendant des années l'évitait. Les invitations aux événements avaient cessé. D'anciennes amies traversaient la rue pour ne pas avoir à la saluer. Chaque jour, elle faisait face aux conséquences de ses choix. Seule, dans cet appartement qui semblait se refermer sur elle un peu plus chaque matin. Alan Pritchard, lui, avait poursuivi sa vie, indifférent. Plus un appel. Pas la moindre excuse. Il n'avait jamais regardé en arrière. Pour lui, Diane n'avait été qu'une distraction passagère, un amusement dont on se débarrasse sans regret. Et elle l'avait compris, mais bien trop tard. Un après-midi, Diane passa en voiture devant leur ancienne maison de Buckhead. Elle aperçut Philippe dans le jardin. Il riait avec une femme aux cheveux grisonnants. La douleur du regret fut si vive, si soudaine, qu'elle dut se ranger sur le bas-côté de la route. C'est là qu'elle pleura, seule, comprenant enfin l'étendue de sa perte. Pas seulement la maison, ni le confort matériel. Elle avait perdu sa famille, le respect des siens, la vie qu'elle avait bâtie pendant près de 30 ans. Tout cela anéanti par une illusion, un fantasme qui promettait le frisson de la nouveauté, mais qui ne lui avait laissé que la solitude. Philippe ne s'adressa plus jamais directement à elle. Toute communication passait désormais par leurs avocats, brève et formelle. En lui, il n'y avait plus de colère ni de ressentiment, juste de l'indifférence. Diane appartenait désormais au passé. Une leçon apprise. Un chapitre clos. Il avançait désormais, plus léger, plus sage, entouré par ceux qui comptaient vraiment. Diane, elle, apprit de la plus douloureuse des manières que la confusion n'est jamais une excuse pour détruire une vie, que les choix ont des conséquences, et que la vengeance de Philippe n'avait pas eu besoin de cris ni de violence. Il lui avait suffi d'être clair, ferme et de tourner la page. Et c'est exactement ce qu'il fit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouveauté. À la prochaine fois.